Rebonjour tout le monde, PSF 211, méthode de recherche en psychologie. Dans le cadre de la dernière capsule, je vous ai présenté les événements qui ont eu lieu lors de l'étude de Tuskegee dans le sud des États-Unis au cours des années, disons des années 30 jusqu'aux années 70 à peu près, là. Et on a vu un cas là où c'était clair qu'au niveau éthique, il y avait toutes sortes d'enjeux qui auraient dû fermer cette étude-là dès le départ. Okay? Et j'avais terminé en vous disant qu'on allait voir un cas où clairement il y a des enjeux éthiques, mais c'est moins... il y a des questions à se poser par rapport à est-ce que les enjeux éthiques en valent la peine. Et donc, dans le cas de Tuskegee, de l'étude de Tuskegee sur la syphilis, c'est clair que ça n'en valait pas la peine. Mais dans ce que je vais vous montrer maintenant, c'est moins clair. Et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est une étude dont vous avez sûrement entendu parler, qui est l'étude de Milgram. En fait, on dit l'étude de Milgram, mais il y en a eu plusieurs reproductions, là, plusieurs versions qui ont été faites par Milgram. Mais si vous avez déjà entendu parler de ça, bon, le contexte, encore là, je ne suis pas un expert de l'histoire à propos de cette recherche-là, là, mais le contexte, en gros, Milgram, Stanley Milgram, si je ne m'abuse, dans les années 60, est un professeur, je ne me souviens plus à quelle université, une des grandes universités, là, soit Stanford ou Princeton ou quelque chose comme ça. Et lui-même est américain juif. Et ses parents, évidemment, étaient juifs aussi. Et ses parents ont vécu la Deuxième Guerre mondiale et l'Holocauste là, en Allemagne. C'était des gens qui venaient d'Allemagne originellement, je crois. Okay? Et Milgram commence à se poser des questions. C'est un psychologue social, donc il s'intéresse à qu'est-ce qui amène les gens à faire ce qu'ils font dans différentes situations, etc. Et il se pose des questions beaucoup sur ce qui pourrait expliquer des comportements cruels qu'il aurait observés, pas qu'il aurait observé de première personne, là, mais qui auraient été notés au cours de la Deuxième Guerre mondiale de la part d'officiers nazis. Qu'est-ce qui pourrait expliquer que des gens qui, avec leur famille, sont très gentils, ça peut être des gens qui ont toutes sortes qui peuvent avoir l'air normaux dans plein d'autres aspects, mais qui, lorsqu'ils mettaient l'uniforme nazi, faisaient leur travail, faisaient des choses absolument affreuses. Donc, Milgram ne croit pas nécessairement à une explication commune à ce moment-là, qui est que les nazis étaient des personnes juste qui étaient méchantes fondamentalement. Dans le sens où leur essence ou leur esprit, si on veut, est maléfique. Là. Il ne croit pas à ça. C'est un psychologue social. Il se doute que les gens peuvent être menés à faire des choses affreuses dans certaines conditions. Puis il essaie de voir si il peut reproduire ça dans son lab de manière, évidemment, sans tuer des gens ou reproduire des choses affreuses qui sont passées. Là. Mais souvenons-nous aussi que c'est pendant une période où il y a énormément de procès d'anciens nazis. Donc, on débusque des anciens nazis, des anciens officiers, et on les amène en cours pour des crimes de guerre. Et l'excuse qui revient souvent, c'était « je faisais juste suivre les ordres ». Et là, la question scientifique qui apparaît, c'est quelle est la validité de cette excuse-là. Là? Est-ce qu'en effet, on peut prendre des gens qui sont normaux, et par le fait de suivre des ordres, les amener à faire des choses affreuses? Si oui, raisonne Milgram, il y a une certaine validité là à cette explication de ces officiers-là qui disent « Écoutez, je faisais juste suivre les ordres, et ainsi de suite. » Ce qui n'est pas pour dire que ça déresponsabilise la personne. La personne devrait quand même, est responsable de ses actions et devrait
être punis en conséquence. Là. Mais ça explique les choses et ça nous renseigne par rapport à l'être humain. Alors, Milgram est intéressé dans tout ce contexte-là. Là. Alors, son étude est assez simple, en fait. Elle implique 3 personnes que l'on voit ici. Où est ma flèche? Attendez que je la trouve. Ah, OK. 3 personnes que l'on voit ici. Donc, premièrement, il y a l'expérimentateur. Donc, ça, imaginons, c'est Milgram lui-même. OK? Il y a le participant qui est vous, qui va jouer le rôle du prof. Puis, il y a l'acteur, qui est une 3e personne, qui va jouer le rôle de l'apprenant. Bon. Vous arrivez dans le laboratoire. On vous dit que c'est pour une étude sur où est-ce qu'on veut étudier l'impact des punitions sur l'apprentissage. OK? On veut étudier l'impact des punitions sur l'apprentissage. J'ai reperdu. OK. Donc, vous rentrez dans le lab. Vous êtes accueilli par l'expérimentateur qui vous dit ça. OK? Et l'expérimentateur vous explique le jeu, ce qui va arriver. C'est-à-dire qu'il vous dit que vous allez être assis à une table ici. OK? Et vous avez un switchboard ici, là, donc une tablette avec différents boutons. Et votre rôle, vous, c'est le prof, donc vous devez poser des questions à l'apprenant, qui est de l'autre bord, dans une autre salle. Okay? Et dépendant si l'apprenant a la bonne réponse, si l'apprenant a la bonne réponse, vous ne faites rien. Si l'apprenant a la mauvaise réponse, vous appuyez sur un bouton pour donner un choc. Okay? À l'apprenant. C'est pour ça que l'apprenant est relié ici. Là. Maintenant, les boutons de choc vont de plus en plus, de choc faible à plus en plus fort. Je ne sais pas si je les ai ici. Ouais. D'un choc minime à un choc de 450 volts, qui est, à ma connaissance, une dose potentiellement mortelle. Donc, très, très dangereuse. Okay? Ce que vous ne savez pas, vous, en tant que participant / prof, c'est que ça, c'est un acteur okay, qui travaille avec l'expérimentateur. C'est un acteur qui fait semblant de recevoir le choc. Vous n'administrez pas vraiment de choc, mais vous pensez en administrer un. Okay? Parce qu'à chaque fois qu'il donne la mauvaise réponse, vous pesez sur un bouton, et vous entendez l'acteur crier « Ah, ça brûle » ou « Ah, ça pique » ou quelque chose comme ça. Okay? Et l'idée, c'est qu'au bout d'un moment, vous allez au début, c'est un petit peu rigolo, là, donner un petit choc, c'est pas mortel, puis tout ça, mais ça va être très très vite là, que vous allez vous rendre compte que là, c'est plus drôle. C'est plus drôle, la personne crie, la personne s'embête en douleur, et vous allez vous retourner vers l'expérimentateur, vous allez dire « Hey, yo, on arrête ça, je pense que c'est assez, là. » Et l'expérimentateur va dire, là, ici, il est dessiné différemment, mais dans l'étude classique, là, ça serait quelqu'un en sarrau blanc. Okay? Quelqu'un avec un sarrau blanc là, qui ressemble vraiment à un docteur ou un professionnel là, qui dirait non, continuez l'étude s'il vous plaît, nous devons continuer jusqu'à la fin. Puis là, vous diriez ouais, mais là, les chocs deviennent vraiment intenses, on l'entend crier de l'autre bord. Continuez s'il vous plaît, je prends responsabilité de ça, c'est ma responsabilité. Puis la question c'est jusqu'où vous allez vous rendre. Okay? Jusqu'où vous allez vous rendre en termes de choc. Fait intéressant, Milgram, avant de faire cette étude-là, a demandé alentour du campus de son université à des collègues, je pense entre autres, surtout des collègues qui étaient psychiatres, okay, qui s'intéressent vraiment au comportement humain quand les choses tombent en morceaux, là, à la psychopathologie puis à tout ça. Là. Et il avait demandé à ses amis psychiatres de faire une prédiction par rapport à quel pourcentage des participants se rendrait jusqu'à un choc mortel, par exemple, 450 volts. Et à ma connaissance, les experts sur l'être humain, qui sont les psychiatres, avaient dit qu'il n'y aurait qu'un tout petit pourcentage, peut-être 1 ou 2% des gens qui se rendraient là, et que ces gens-là seraient des gens qui
c'est probablement des gens qui sont psychopathes ou sociopathes ou des gens qui ont, tu sais, donc les gens normaux, là, entre guillemets, les gens qui n'ont pas de troubles de personnalité ou ils ne se rendront jamais à une dose mortelle, à un choc mortel. Et ben, cette hypothèse-là ou cette prédiction-là a été complètement invalidée. Parce que dans l'étude, peut-être que je vous le montre comme ceci, avec l'acteur qui est dans la salle d'à côté, okay? 65% des participants se sont rendus à un choc d'intensité mortelle, à 450 volts. Hein? Donc, ça démontre que bien plus que la moitié des gens, une personne sur deux, une personne normale sur deux, là, comme vous et moi, peut, dans une situation, tuer quelqu'un avec ou administrer un choc qui est potentiellement mortel avec très peu de contraintes, très peu d'influence, juste l'expérimentateur qui est là et qui dit « continuez s'il vous plaît ». Et le fait qu'il ne voit pas l'apprenant, que l'acteur est de l'autre bord de la salle. Okay? Milgram et des collaborateurs et d'autres personnes plus tard se sont demandé « ouais mais ça... tu sais, je vous avais dit au tout début du cours, j'avais dit qu'une des choses que les chercheurs font, c'est qu'ils s'intéressent aux conditions limites. Ils se demandent, OK, il y a un phénomène ici. Donc, le phénomène ici, c'est, il y a beaucoup de gens qui semblent se rendre au choc mortel. Comment est-ce que ce phénomène-là résiste à si on change certains trucs? Donc, par exemple, il y a des études qui ont démontré que si l'acteur, c'est l'apprenant, l'acteur ici, est dans la même salle maintenant que le participant et l'expérimentateur, okay? Le nombre de personnes qui administrent un choc mortel diminue d'à peu près 65 à 40%. Et ça reste quand même, c'est fou de dire ça, je dis ça comme si c'était une bonne chose, ça reste quand même 4 personnes sur 10 qui se rendraient jusqu'à tuer quelqu'un, même si la personne est dans la même salle, puis on l'entend crier, puis ainsi de suite. Okay? Ce qui semble être vraiment meilleur, dans le sens qui semble vraiment réduire le phénomène au maximum, c'est si l'expérimentateur n'est pas dans la même salle que le participant. Si l'expérimentateur était dans une autre salle, comme par exemple une salle ici, puis il était au téléphone, puis il disait via le téléphone au participant, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton, il faut continuer l'étude, ben là, le participant, c'est seulement 20% des gens. Mais quand même, dans un groupe de 10 personnes, il y en a 2 qui se rendent quand même au choc d'intensité mortelle. Okay? Et ça varie de toutes sortes d'autres manières intéressantes, comme s'il y a 2 expérimentateurs, donc 2, pas professionnels, mais 2 autorités. Où est ma souris? OK, s'il y avait 2 personnes comme ça ici, là, en plus du participant, puis l'acteur est là dans une autre salle, et cet expérimentateur dit au participant, il faut continuer s'il vous plaît, et un autre expérimentateur dirait au premier expérimentateur, es-tu sûr qu'on devrait continuer par exemple? Toutefois, je ne suis pas certain. Mais là, ça diminue quasiment à 0. Et ça démontre ça vraiment la puissance de l'autorité, le fait qu'il y a quelqu'un en autorité, qui est l'expérimentateur avec un sarrau blanc qui dit « Je vais prendre responsabilité de ce qui arrive, faites juste appuyer sur le bouton s'il vous plaît. » Ah oui, autre truc intéressant. Ce 65%-là des participants qui administrent un choc d'intensité mortelle augmente encore plus. Donc, il y a encore plus de gens qui sont prêts à administrer un choc d'intensité mortelle si ils n'ont pas à appuyer eux-mêmes sur le bouton, mais ils donnent la commande à quelqu'un d'autre, qui serait par exemple ici, d'appuyer sur le bouton pour donner le choc à l'apprenant. Et là, donc avec ça, Milgram voit un peu ce qui aurait pu certains facteurs qui auraient contribué au crime de guerre nazi. Le premier étant l'importance de l'autorité. Okay? Si quelqu'un en autorité te demande de faire telle affaire, il y a des bonnes chances que tu le fasses, surtout si tu es pris dans ce système-là toi-même. Et aussi la déresponsabilisation, le fait que tu fais juste passer des ordres. Donc, techniquement, c'est pas moi qui ai fait ça
à ce groupe de juifs-là. C'est pas moi qui a fait ça, c'est simplement moi qui ai dit à mon subalterne de peser sur le bouton pour partir le four, par exemple. Et, et donc, Milgram essaie de comprendre, encore une fois, ce n'est pas pour déresponsabiliser ces crimes de guerre-là, puis dire « Ah, c'est correct, you're off the hook, vous êtes bon, finalement, ça aurait pu arriver à n'importe qui. » Non, c'est pas ça du tout l'affaire. Mais Milgram essaye scientifiquement, de manière critique, de comprendre qu'est-ce qui aurait pu arriver pour expliquer ces comportements affreux-là, au-delà de juste dire « Ah, les Allemands sont des personnes affreuses, par exemple. » Il sait, c'est un psychologue social, il sait que les Allemands étaient des êtres humains comme tout le monde et que tous les êtres humains ont un potentiel de bien et de mauvais en eux, et que il voulait explorer c'est quoi les manipulations qu'il faut faire pour voir comment quelqu'un de normal pourrait arriver à faire quelque chose d'affreux. Okay? Donc ça, c'est le contexte de cette étude-là. Maintenant, la question qui se pose, c'est au point de vue éthique, qu'est-ce qu'on devrait penser de ça? Okay? Ben, d'un côté, l'étude peut être fortement et a été fortement critiquée parce que au niveau éthique, un problème, c'est qu'elle génère un stress intense chez le participant et chez la participante. En passant, participant, participante, l'étude a démontré, à ma connaissance, aucune différence au niveau du sexe. Donc, les femmes n'avaient pas moins tendance à donner des chocs mortels que les hommes. C'était égal. Ouais. Donc, l'étude a été critiquée au niveau éthique parce qu'elle générait un stress intense chez le participant. Okay? Et on peut retrouver dans des mémoires de Milgram plus tard, où il revient là-dessus, puis il réfléchit là-dessus, il nous parle de ça, des passages intéressants par rapport à ça. Ici, on en voit un que je vais lire. Donc, I observed a mature and initially poised businessman enter the laboratory smiling and confident. Within 20 minutes, he was reduced to a twitching nervous wreck who was rapidly approaching a point of nervous collapse. Donc, on voit ici que Milgram se souvient très bien d'avoir vu des gens qui étaient rentrés confiants et relax et qui, en 20 minutes, sont réduits, sont en morceaux là, au niveau mental. He constantly pulled on his earlobe and twisted his hands. At one point, he pushed his fists into his forehead and muttered, "Oh God, let's stop it." And yet he continued to respond to every word of the experimenter and obeyed to the very end. Donc, on voit vraiment ici la tension dans laquelle que devaient ressentir les participants entre suivre ce que l'autorité dit, mais en même temps faire quelque chose qu'ils savent qui n'est pas correct. Okay? Et donc, ce stress-là n'est clairement pas... Ce n'est pas éthique d'imposer ça aux participants. Bon. D'un autre côté, on pourrait dire que oui, d'accord, c'est clairement pas correct d'avoir stressé les participants comme ça. Mais on sait que Milgram offrait un debriefing à la fin de l'expérience. Donc, un debriefing, c'est pas une session, mais un montant de temps, là, une petite rencontre où est-ce qu'on explique des choses aux participants, puis où est-ce qu'on... Ça a comme but un peu de défaire la déception là, qu'on avait dans l'étude. Mais dans le cadre du debriefing offert par Milgram, ça prenait la forme suivante. C'est que l'acteur ou l'apprenant, là, celui que vous aviez l'impression, à qui vous aviez l'impression en tant que participant d'avoir donné un paquet de chocs, okay? Ben, cet acteur-là, que vous ne savez pas que c'est un acteur, vous pensez que c'est un apprenant, il venait rencontrer le participant, donc il venait vous rencontrer, puis vous serrer la main pour vous prouver qu'il n'était pas blessé, puis que finalement, au bout du compte, il était correct. Okay. Bon, donc, vous savez au moins que vous n'avez pas tué quelqu'un. Donc, il y a au moins ça qu'on pourrait dire. Oui, les gens étaient en détresse, sauf qu'à la fin, ils apprenaient qu'ils avaient tué personne. Donc, c'est pas si pire que ça. Sauf que... pour ne pas influencer des futurs participants, Milgram ne révélait pas que les chocs n'avaient pas été réels. Donc, vous êtes quand même, en tant que participant, vous savez que vous ne l'avez pas tué, mais
Donc, vous devez être soulagé, mais quand même, au bout d'un moment, vous réalisez, merde, j'aurais pu le tuer. Je me suis rendu à un point où j'ai fait vraiment mal à quelqu'un sous un contexte qui était ridicule, juste le fait que quelqu'un me demandait de le faire. OK? Et donc, un vrai bon debriefing aurait été, regardez, il n'a pas vraiment reçu de choc. Euh, euh, on voulait juste vérifier si les gens se rendraient loin. Vous en faites pas, c'est un acteur, il travaille avec nous. Et vous en faites pas si vous êtes rendu loin, parce que plein de gens se rendent loin, c'est complètement normal, ça dit rien sur vous, ça ne veut pas dire que vous êtes une méchante personne. Ça aurait été un bon debriefing. Okay? Mais ici, c'est pas ce qu'on avait. C'est juste l'acteur qui venait et qui disait ah, t'inquiète pas, je suis encore en vie, puis il repartait. Okay? Pas super. Et il y a des gens qui se sont intéressés à ce qui arrivait à ces participants-là à long terme. Et donc, ces participants-là ont été suivis par certaines personnes à long terme pour avoir des entrevues et ainsi de suite. Et il y a certaines entrevues qui ont démontré que certains participants et participantes s'étaient inquiétés de l'apprenant pendant plusieurs mois. Ça leur restait en tête, ça leur trottait en tête le fait qu'ils avaient causé du tort à cet apprenant-là pour absolument aucune raison, si on veut. Et donc, Milgram constate que ces participants-là, pendant l'expérience, sont en détresse, mais il ne met pas fin à l'étude. Il ne met pas fin à l'étude, il continue. Une question éthique, c'est est-ce qu'il aurait dû le faire? Tu sais? Et c'est moins clair que dans le cas de Tuskegee. Okay? Parce que d'un côté, on pourrait dire oui, non. C'est absolument le stress des participants et la possibilité que plus tard, les participants continuent à penser à l'étude, ça les impacte vraiment négativement. C'est assez pour dire non, non, on ferme cette étude-là. Mais d'un autre côté, il faut tenir compte de la contribution de cette étude à nos connaissances. Okay? À demander, est-ce que le stress en vaut la peine? Est-ce que cet état négatif-là dans lequel on met les participants en vaut la peine? Quelles leçons est-ce qu'on va apprendre de ça? Quel est l'impact social de ces leçons-là? Bien, l'impact social de l'étude de Milgram a été énorme. Absolument énorme. OK? Parce que souvenez-vous, des experts de la santé mentale auraient prédit que c'était seulement un tout petit nombre de personnes, probablement des psychopathes, qui se rendraient jusque-là. Or, Milgram démontre clairement que monsieur et madame tout le monde peuvent se rendre jusque-là. Ça prend juste le bon contexte. Okay? Et donc, ça a été une leçon cruciale concernant l'obéissance à l'autorité et le pouvoir du contexte, le pouvoir de la situation. Et ça a eu un impact sur comment on comprend les nazis, les crimes de guerre nazis. Et en effet, dépassons les nazis, tout crime de guerre, ou tout comportement non moral aujourd'hui est compris avec cette optique-là, que le contexte est extrêmement important et de comprendre que ça n'existe pas des personnes fondamentalement mauvaises. Il y a toujours un contexte qui explique les choses. Encore là, ce n'est pas une question de déresponsabiliser les gens, mais d'expliquer différemment. Donc, sans cette étude-là, on n'aurait jamais pu tirer ces leçons-là. Donc, est-ce que ça justifie la douleur mentale, cognitive, émotionnelle qu'on a fait vivre aux participants? Certaines personnes vont dire oui, d'autres personnes vont dire non. Je ne sais pas où vous tomberiez. Moi, j'ai tendance à dire oui, mais d'un autre côté, je suis bien conscient que je n'ai pas vécu cette étude-là en tant que participant. Peut-être que si j'avais été participant, j'aurais une opinion différente. Donc, je ne suis pas certain de comment valide ou même sérieuse est ma propre opinion par rapport à ça. Certaines personnes argumentent que cette étude-là aurait même eu des bénéfices individuels au niveau des participants eux-mêmes. Donc, cette douleur, cette détresse pendant l'étude, à court terme, a amené des bénéfices importants à long terme chez les participants. Okay? Par exemple, encore une fois, chez des gens qui ont fait le suivi sur plusieurs années avec des gens qui avaient participé à cette étude-là,
certains participants rapportaient avoir appris quelque chose d'important à propos d'eux-mêmes cette journée-là. Un exemple où on voit quelqu'un qui dit « What appalled me was that I could possess this capacity for obedience and compliance. I hope I can deal more effectively with future conflicts of values I encounter. » Donc ici, on voit quelqu'un pour qui cette étude-là, ça l'a vraiment réveillé en disant « Oh, je comprends maintenant à propos de moi-même que il y a certaines situations dans lesquelles je peux faire des choses qui sont affreuses. Il faut que j'organise ma vie en conséquence et que je gère des conflits différemment. » Donc, on voit quelqu'un ici qui s'est réveillé par rapport au fait que chez tous les êtres humains, il y a ce potentiel pour le bien ou pour le mal, dépendant du conflit dans lequel se retrouve l'être humain, du contexte dans lequel se retrouve, et la puissance de l'obéissance et à l'autorité, et ainsi de suite. Donc, on voit ici quelqu'un qui ne va pas se faire pogner une deuxième fois dans une situation similaire. T'sais? Donc, on pourrait faire l'argument que ça a d'un bénéfice potentiel au niveau des participants. Donc, mais en même temps, on comprendrait quelqu'un qui dirait non, ça vaut toujours pas le fait de faire souffrir quelqu'un de la manière dont Milgram les a fait souffrir. Donc, les études de Milgram représentent super bien ce genre de tension entre les risques et les bénéfices d'une étude. Dans le cas de l'étude de Tuskegee, les bénéfices, je veux dire, bon, il y avait certains bénéfices au niveau théorique, là, on pouvait observer la progression d'une maladie puis en apprendre plus, mais les risques aux participants étaient, non seulement aux participants, mais aux familles des participants même, puis à toute la communauté afro-américaine du Sud, les risques étaient trop énormes. Dans le cas de Milgram, c'est moins clair. C'est moins clair. Et ça représente bien ce genre de tension-là. Okay? Et ça va nous amener à parler justement de comment est-ce qu'on peut négocier cette tension-là, puis avoir des projets de recherche qui maximisent les bénéfices, mais en minimisant le plus possible les risques. Et ça veut dire passer à travers toute une série de principes éthiques fondamentaux. Et ça, on va le voir dans le cadre de la prochaine capsule. Salut!